s'il vous plaît. Nous allons commencer ayant constaté le quorum. Tout à fait. Je déclare la séance de la Commission des transports et de l'environnement ouverte et je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire, ce que je viens de faire moi-même. La Commission est réunie afin de poursuivre les auditions publiques dans le cadre des consultations particulières sur le projet de stratégie gouvernementale de développement durable révisé 2015-2020. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Bourgeois, Abitibi-Est, sera remplacé par Monsieur Morin, Côte-du-Sud, et Madame Soucy, Saint-Hyacinthe, par Monsieur Surprenant, Groux. Merci, Madame la secrétaire. Alors, voici l'ordre du jour de ce matin. Nous avons 4 groupes invités. D'abord, l'Institut national de santé publique du Québec, l'Alliance pour une économie verte au Québec, l'Association des médecins spécialistes en santé communautaire et Québec en forme. Alors, nous allons commencer par le premier groupe, donc l'Institut national de santé publique du Québec. Je vais vous demander de présenter les gens qui vous accompagnent. Et vous avez 10 minutes pour faire votre exposé. Je vous ferai un signal quand il restera une minute pour vous permettre d'atterrir. Et nous allons avoir par la suite une période d'échange de 35 minutes avec les membres de la Commission. Alors, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, membres de la Commission. Au nom de l'Institut national de santé publique, je vous remercie de l'invitation à participer à vos travaux sur la stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020. Je me présente, Michèle Beaupré-Berriot, je suis secrétaire générale à l'Institut national de santé publique. Je suis accompagnée de Mme Ginette Paquette, coordonnatrice à la recherche et chercheur, Monsieur Dr. Réal Morin, directeur scientifique développement des individus et des communautés, et Monsieur Daniel Bolduc, à la directeur santé environnementale et toxicologie. Créé en 1998, l'Institut est un centre d'expertise et de référence en santé publique. Son mandat, c'est de soutenir le ministre de la Santé et Services sociaux, les autorités régionales de santé publique et les établissements en regard de leurs responsabilités. Plus spécifiquement, l'une des missions de l'Institut est d'évaluer les impacts des politiques publiques sur la santé de la population québécoise en s'appuyant sur les meilleures données disponibles et sur les différents travaux et avis scientifiques que nous avons préparés. D'entrée de jeu, l'Institut réagit très favorablement au projet de stratégie gouvernementale qui porte plus loin les efforts de l'administration publique depuis l'adoption de la loi sur le développement durable en 2006. Nous constatons que la santé se retrouve au cœur de la stratégie et s'arrime aux préoccupations de santé publique. L'Institut insiste sur le fait que le développement durable contribue au maintien et à l'amélioration de la santé et du bien-être en favorisant l'action sur les déterminants de la santé. Avant de céder la parole au Dr Morin, qui présentera les principaux commentaires, notamment en lien avec la réduction des inégalités, avec la prévention de la santé de la population et l'aménagement du territoire, je souhaiterais porter à votre attention certains enjeux autour de la mise en œuvre de cette stratégie-là. L'Institut croit fermement que la concertation des divers intervenants de la stratégie permet d'assurer la cohérence des actions et le partage des responsabilités. Cependant, les divers partenariats existants devront être renforcés à notre point de vue et tous les partenaires sectoriels doivent être mis à contribution. Il nous apparaît également essentiel de rappeler l'importance de l'implication et de l'imputabilité des hauts dirigeants. Si on souhaite que nos plans d'action ne soient pas un vœu pieux, il est vraiment important qu'ils se sentent imputables et permettent réellement à l'organisation de s'engager dans leur démarche de développement durable. Finalement, la stratégie prévoit que les ministères et organismes auront adopté leur plan d'action au printemps 2015. On parle du 1er juillet 2015. Nous estimons ce délai très court parce que si on veut vraiment impliquer notre personnel et notre conseil d'administration dans les choix qu'on va faire pour notre plan d'action développement durable, on vous suggérait d'au moins reporter l'échéance à l'automne 2015 et être effectif rétroactivement au 1er avril. Réal? Merci. Effectivement, une perspective de déterminant de la santé qui est largement adoptée par la stratégie nous sied très bien à l'Institut national de santé publique et ça correspond à une perspective internationalement reconnue que l'action sur les déterminants de la santé est une action qui contribue au développement durable et vice-versa.
Le logement, la création d'emplois, les services de garde, l'environnement bâti, quelques mots au regard de la réalité des inégalités sociales et des inégalités sociales de santé. Le logement, premier message important selon nous, le logement, le coût du logement est un facteur de stress important chez les familles vulnérables, à un point tel que l'effort financier à consacrer au logement a des impacts fréquemment rencontrés, notés, documentés sur des dépenses essentielles reliées à l'alimentation, notamment, évidemment, la saine alimentation fondamentale, à un mode de vie sain et à la santé. Les logements qui sont de mauvaise qualité ont des impacts sur la santé également. C'était largement documenté à Montréal, notamment la réalité des moisissures, préoccupation très importante, et qui ajoute au stress parental et qui ajoute aussi au problème de mobilité, en fait, de déménagement fréquent qu'on trouve chez les populations vulnérables et qui crée de la déstabilisation sociale qui concourt finalement à l'isolement des familles les plus vulnérables. Création d'emplois fondamentale. On ne peut pas passer à côté de la création d'emplois dans une logique de sortie d'exclusion sociale et de lutte contre la pauvreté. Le message clé que nous souhaitons vous communiquer ici, c'est qu'il existe au Québec plusieurs mesures de réinsertion à l'emploi, mais l'accompagnement des personnes plus vulnérables est à renforcer et fondamental. Évidemment, en amont, la qualité des services éducatifs, des stages, etc. est importante, mais nous souhaitons un accompagnement plus intensif pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans un retour au travail. Peu de mention est faite dans la stratégie sur les services de garde. Nous souhaitons mentionner le rôle très, très important des services de garde de qualité et accessible aux personnes les plus vulnérables. Nous sommes convaincus, et la recherche l'a très, très bien démontré, notamment les recherches réalisées par ma collègue, que l'inclusion des enfants des familles plus vulnérables dans des services de garde de qualité est un facteur clé dans dans la rupture intergénérationnelle qu'on souhaite dans la réplication des problèmes de pauvreté. Très important de l'assurer. Et on sait aussi que la mixité sociale qu'on rencontre dans les services de garde contribue à la proximité culturelle, je dirais, et à la légalité des chances entre les différents groupes, et aussi un facteur clé d'égalité entre les hommes et les femmes. L'environnement bâti en milieu de vulnérabilité est une préoccupation importante. On a très bien documenté l'impact de ce qu'on appelle les déserts alimentaires, c'est-à-dire la faible accessibilité à des aliments sains dans les populations au sein des quartiers plus vulnérables. Plus de dépanneurs, plus de fast-food que d'accès à une variété d'aliments de qualité. C'est quelque chose à quoi on n'aurait pas pensé à peine quelques décennies de ça, mais maintenant on a bien étudié ces facteurs-là. C'est une préoccupation d'urbanisme qui est très importante et de lutte contre la pauvreté. Il est heureux que la stratégie fasse largement mention des habitudes de vie comme étant une contribution essentielle, une préoccupation essentielle. On fait souvent référence à la saine alimentation, aussi à l'activité physique, et on sait qu'en milieu de vulnérabilité, le sentiment de sécurité du milieu est important pour permettre l'adoption d'un mode de vie physiquement actif. On sait, par exemple, qu'une densité routière, une densité de circulation très grande ou le sentiment de ne pas être confortable, crainte des agressions, par exemple, évidemment pas nécessairement démontré, pas nécessairement réel, mais crée un obstacle à l'adoption d'un mode de vie physiquement actif. Vous parlez, la stratégie parle de la santé mentale. Nous sommes très heureux de voir la santé mentale comme étant un facteur transversal à la qualité de vie, à la santé et à la notion de développement durable. On peut pas faire plus d'encouragement que vous le faites qu'on le fait dans la stratégie. Cependant, on l'associe beaucoup à des éléments reliés à la santé physique et on insiste assez peu sur la nécessité d'avoir accès à des services d'accompagnement psychologique. Un peu dans la même logique plutôt que quand on parlait d'insertion au travail. Nous remarquons au Québec une très grande difficulté d'avoir accès à des services d'accompagnement psychologique lors d'une détresse, lors d'un problème anxieux, problème dépressif. L'intervention aiguë de type approche maladie, on a des services au Québec, mais le suivi plus intensif est très difficilement accessible pour une partie importante de la population, notamment, bien sûr, les plus vulnérables. La qualité de l'air intérieur, préoccupation très importante, bien documentée en santé publique, pas assez prise en compte par les pouvoirs publics. Nous sommes heureux que ce soit mentionné. On va insister pour que ça en soit une préoccupation qui conduise à des actions. Mon collègue Daniel Bolduc pourra éventuellement, selon votre intérêt, vous parler davantage de cette notion
peu, sinon pas du tout, de référence au bruit environnemental. En milieu de travail, préoccupations bien documentées, interventions de plus en plus appropriées, bien que ce n'est pas encore parfait. Mais le bruit environnemental, que ce soit à cause du transport routier, ferroviaire ou aérien, encore une fois, sont plus exposés les plus vulnérables de notre société. 500 000 Québécois sont exposés à des bruits qui dérangent, qui nuisent réellement à la santé, qui concourent au stress, à l'anxiété, à l'isolement et même à des troubles d'apprentissage. Dans une perspective de développement durable, on devrait aussi s'intéresser au bruit. Encore une fois, les inégalités sociales sont au cœur de la problématique. Je terminerai peut-être simplement en parlant évidemment de ce qui vous intéresse. Nous savons que ça intéresse énormément la Commission, les changements climatiques. À l'Institut national de santé publique, une quarantaine de projets d'aménagement ont été que nous avons travaillé évidemment en collaboration pour contrer les îlots de chaleur urbains. Et, Monsieur le Président, c'est là-dessus que je vais clore. Vous avez en main un mémoire dans lequel on trouve des propositions qui vont dans le renforcement des quelques messages. Évidemment, dans une documentation aussi importante que celle que vous avez fournie, nous avons insisté sur quelques-uns d'entre eux, mais ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je passe maintenant la parole au ministre pour commencer la période d'échange. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Premièrement, merci beaucoup pour votre mémoire et votre présentation. C'est très important d'avoir une contribution aussi importante du domaine de la santé dans le cadre de nos travaux et pour alimenter nos réflexions là, sur la stratégie de développement durable du gouvernement. Je voudrais continuer sur les changements climatiques parce que dans beaucoup de points que vous avez soulevés et dans votre présentation et dans votre mémoire, moi, je vois un fil conducteur. En tout cas, je vois les changements climatiques relier beaucoup des différents points que vous soulevez. Et je vois là, à travers la lutte contre les changements climatiques, une possibilité d'effectuer des changements importants, la façon dont on approche plusieurs problématiques que vous soulevez, qui, oui, sont présentées dans la stratégie. Mais là-dessus, puis vous commenciez à en parler à la fin de votre présentation, mais j'aimerais vous entendre davantage sur l'importance de bien intégrer la perspective de santé et dans la lutte contre les changements climatiques, mais aussi de bien intégrer tout cela dans la stratégie de développement durable. S'assurer que, justement, le gouvernement, à travers tous les ministères et organismes, s'assure qu'en amont d'un processus décisionnel, ces principes-là sont pris en compte d'une façon très, très, très concrète. Luc pourra répondre à votre question. Bonjour, Monsieur le ministre, Messieurs les membres de la Commission. Effectivement, depuis le début de l'action gouvernementale sur les changements climatiques, le milieu de la santé est impliqué, a été interpellé, se sont investis, que ce soit à travers les différentes organisations de santé publique, mais aussi en tentant de mobiliser l'action gouvernementale, des groupes communautaires, différents organismes à s'impliquer dans l'adaptation à la lutte, l'adaptation au changement climatique. Une action qui nous semble intéressante pour le gouvernement pour impliquer et mobiliser l'ensemble des acteurs gouvernementaux, c'est la lutte justement aux îlots de chaleur. Quand on pense au changement climatique, on pense automatiquement aux vagues de chaleur, à la chaleur extrême, à la chaleur accablante qui vient affecter les populations urbaines, mais les populations rurales également, et plus particulièrement des groupes vulnérables comme les personnes âgées, les personnes atteintes de santé mentale, les gens isolés qui souffrent de la chaleur dans leur logement en pleine vague de chaleur et qui sans s'en rendre compte, se déshydratent et pour lesquels, à ce moment-là, une série de symptômes survient. Nous avons remarqué d'ailleurs, lors des dernières grandes vagues de chaleur, notamment en 2010, une augmentation de 30% des hospitalisations dans plusieurs régions du Québec, particulièrement à Montérégie et à Montréal, et ce particulièrement chez les personnes âgées. Donc, il y a une action majeure à prendre et la lutte aux îlots de chaleur urbaine permet de diminuer justement ces effets-là
Ça ne peut pas être la seule action. Évidemment, il faut avoir les systèmes de surveillance qu'il faut, les surveillances d'alerte pour pouvoir aviser les populations, créer les réseaux pour que les familles se préoccupent des personnes vulnérables pour pouvoir en ce moment-là. Mais le gouvernement étant un propriétaire immobilier important, beaucoup de bâtiments, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de terrains appartiennent au gouvernement et les ministères les gèrent. Les gouvernements ont un impact important aussi sur l'aménagement. Bien entendu, ses propres règles, mais est aussi propriétaire s'occupe d'entretien d'infrastructures importantes comme le transport, mais influence aussi les établissements scolaires, les établissements du réseau de la santé, les établissements des services de garde. Donc, tout ça mis ensemble, il y a une action gouvernementale importante qui peut être prise, qui va avoir un impact en favorisant le verdissement, en favorisant dans les cours d'école, d'avoir pas juste des cours d'école avec juste du gravier en pleine chaleur. Vous allez me dire, ils ne sont pas à l'école l'été, c'est vrai, là, les enfants, mais quand même, ça a un effet sur l'ensemble de l'environnement urbain aux alentours. Donc, c'est pourquoi que dans les plans d'action changement climatique, comme vous le savez sans doute, Monsieur le ministre, il y a un volet santé important qui est axé sur l'adaptation au changement climatique. Donc, la lutte aux îlots de chaleur, c'est important pour nous. C'est important que le gouvernement, que les différents ministères aussi travaillent ensemble pour surveiller, mais aussi pour pouvoir prévenir l'augmentation de maladies infectieuses reliées au climat. Bon, vous en avez tous entendu parler, puis Monsieur le Président est dans le secteur de l'Estrie, donc tout le monde a entendu parler de l'extension de la maladie de Lyme, notamment. Donc, c'est important de pouvoir le suivre et de pouvoir prendre des actions ensemble, parce que ça ne peut pas être juste une action de la santé, mais il y a d'autres ministères qui vont devoir intervenir pour pouvoir améliorer la situation. Il faut favoriser la recherche dans l'action gouvernementale, particulièrement sur les personnes vulnérables ou les secteurs vulnérables, et bien entendu, s'impliquer, pouvoir mieux cerner, mieux prévenir les impacts ce qu'on appelle les aléas climatiques, donc les événements climatiques extrêmes qui amènent des inondations ou d'autres événements du genre qui créent des impacts importants sur la santé, aigus dans certains cas, mais dans d'autres cas, des impacts sociaux, des impacts sur les personnes qui peuvent durer plusieurs années. Juste en analogie, c'est pas lié au changement climatique, mais dans le comté de M. Bolduc, du député ici présent, de la Mégantic, vous avez vu ces derniers jours, justement, les impacts psychologiques qui perdurent depuis longtemps, depuis plus d'un an, finalement, et qui continuent suite à l'événement de lac Mégantic. C'est pas lié au changement climatique, mais on a la même chose, on documente et on voit la même chose dans des événements qui sont liés aussi aux événements climatiques extrêmes. Si on continue sur cette thématique-là, donc, au niveau des changements climatiques et les actions qui doivent être prises, on voit que c'est véritablement une action horizontale qui doit être faite. Ça ne touche pas spécifiquement le secteur de la santé, mais pour avoir un impact positif sur notre santé publique collective, il faut toucher donc à plusieurs différents domaines, aménagement, transport et autres. Ce que je voudrais comprendre de votre point de vue, parce que, évidemment, les changements climatiques ont des impacts très importants sur la santé. Vous en avez parlé. Il y en a davantage. Bon, toutes les maladies respiratoires, cardiaques, et puis la recherche, on découvre de plus en plus que d'autres maladies. On a même vu un lien avec l'autisme récemment être révélé en recherche. Ce que j'essaie de comprendre, c'est dans le cadre de la stratégie, si on ramène ça à la stratégie de développement durable, est-ce que les secteurs municipaux et de la santé devraient être assujettis à la stratégie, de votre point de vue? Parce que présentement, ils ne le sont pas.
Je vais tenter une réponse. Évidemment, nous n'avons pas étudié comme tel. L'Institut, c'est un organisme de savoir, donc nous n'avons pas étudié l'application de la stratégie, mais comme je vous disais tout à l'heure, un volet important de la stratégie de développement durable porte sur l'aménagement urbain, les environnements sains, et autant le milieu de la santé que le milieu de l'éducation sont des propriétaires d'édifices qui sont bien implantés dans le milieu puis qui occupent un espace important. Et si ces organismes deviennent aussi assujettis à la stratégie de développement durable, ils vont pouvoir aussi contribuer, à mon avis, c'est vraiment un avis personnel parce que c'est pas un avis de l'organisation en tant que telle, on n'a pas vraiment étudié la question, mais ils vont pouvoir aussi contribuer comme acteurs structurants de l'aménagement d'un territoire ou également à atteindre les objectifs de la stratégie de développement durable, c'est certain. Combien Il reste encore 5 minutes. Oui. Peut-être un complément d'information, s'il vous plaît. En fait, comme santé publique, nous avons certains rapports avec le monde municipal, notamment à travers le réseau québécois des villes et villages en santé, où il y a une contribution de l'Institut national de la santé publique et du réseau de santé publique à cette stratégie qui est née dans les années 80 autour de ce qu'on appelle la Charte d'Ottawa en promotion de la santé. Quand il s'est agi de réfléchir en termes de déterminants de la santé, ça a eu un rôle clé, cet événement international qui a lancé le mouvement de promotion de la santé toute fin pratique. Est né donc ce réseau québécois en lien avec des réseaux internationaux Ville Santé. Il me semble, c'est subjectif, que dans mes rapports que j'ai avec les maires membres du conseil d'administration, je fais partie de ce conseil d'administration-là, il me semble qu'il va de soi pour les municipalités, en tout cas celles que je connais, de prendre une responsabilité directe en regard des changements climatiques qui seraient, il me semble, des alliés naturels. Est-ce que l'assujettissement plus formel serait un élément, un ajout, un apport substantiel à la stratégie? Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais après ma barre, je dirais, pour ce que j'en sais, on a là des alliés naturels avec lesquels on travaille. Déjà, on a des initiatives qu'on a prises, des projets pilotes qu'on a réalisés dans des logiques de mode de vie sain, dans des logiques de transport actif, dans des logiques de réduction finalement des émissions. Et ça fonctionne bien. De ces travaux-là, il y a un certain nombre de publications qui vont probablement émerger bientôt parce que c'est assez récent qu'on fait de la recherche là-dessus. Mais comme institut, je pense qu'on pourrait collaborer d'une certaine façon à décoder le potentiel de ces initiatives. Mais là, ça arrête notre commentaire en ce qui regarde la notion d'assujettissement qui dépasse, je dirais, nos compétences immédiates. Je comprends, mais c'est parce que c'était parce que vous avez beaucoup parlé, tant dans votre mémoire, dans votre présentation, justement, du secteur de la santé, du secteur de l'éducation et du secteur municipal. Alors, puis on parle, dans nos travaux, on parle beaucoup de cohérence d'action à travers l'ensemble des joueurs de l'État. Et je prends l'État là, au sens large. Et donc, c'est quand même intéressant d'avoir votre point de vue sur la nécessité de justement bien intégrer au minimum l'ensemble de ces secteurs-là, avoir une vision commune. Un autre point, parce que souvent dans la population, quand on entend santé publique, l'expression elle-même, souvent reliée à une catastrophe ou un sinistre, quelque chose. Là, tout à coup, santé publique, c'est pour une autre raison. Là, c'est pas directement lié à vous, évidemment. Mais aussi, quand on voit, en termes de changement climatique, ça va être important, je crois, dans les prochaines années. Puis je voudrais savoir si l'Institut regarde ça ou serait intéressé à regarder ça. On a besoin d'avoir une meilleure compréhension aussi de l'impact des catastrophes naturelles, qu'est-ce qui s'en vient, que ce soit l'érosion côtière qui provoque déjà énormément de problèmes. Mais qui va en provoquer beaucoup d'autres le long du Saint-Laurent et qui va affecter, qui affecte déjà la quasi-totalité de la population québécoise, directement ou indirectement. Les catastrophes météorologiques, ça va être important, je crois, de comprendre l'impact sur notre santé
non seulement directement de ces catastrophes-là, mais aussi, comme je le mentionnais tout à l'heure, les diverses maladies, les conséquences. Déjà, notre eau potable est souvent mise à risque pour diverses raisons, encore une fois reliées au changement climatique. Bref, là-dessus, j'aimerais rapidement vous entendre sur comment vous voyez les perspectives pour l'avenir, quel travail on peut faire là-dessus comme gouvernement. Oui. Évidemment, on est pleinement en accord avec vous, Monsieur le ministre, pour dire qu'il faut poursuivre la recherche, il faut poursuivre les activités de surveillance et les améliorer pour pouvoir mieux cerner les impacts sur la santé des changements climatiques et des conséquences, en fait, de l'augmentation de ces changements climatiques-là. Particulièrement sur les catastrophes. Donc, nous-mêmes, on a, dans le cadre du plan d'action sur les changements climatiques 2013-2020, l'Institut contribue étroitement avec le ministère de la Santé à l'application de plusieurs actions, dont plusieurs, justement, concernent la recherche, la surveillance des maladies infectieuses liées au climat, la recherche sur la vulnérabilité des populations. Donc, une perspective de recherche sur les impacts, mais aussi sur comment s'adapter, aider les personnes à s'adapter, mais aussi comment aider les organisations, le système, le milieu gouvernemental à adapter ses actions pour permettre à la population elle-même de mieux s'adapter à ces changements, parce qu'ils sont là pour rester, malheureusement, malgré les efforts pour diminuer les gaz à effet de serre sont majeurs, et il faut continuer, mais il faut aussi savoir on est bien conscient, comme le gouvernement, qu'il faut s'adapter aussi à ces changements-là qui vont arriver, qui vont hélas arriver. Donc, de la recherche sur la vulnérabilité, particulièrement en lien avec les inégalités sociales, parce qu'il y a des groupes plus vulnérables qui vont souffrir davantage des changements climatiques, la pollution atmosphérique, bien entendu, et, comme vous disiez très bien, les événements climatiques extrêmes, et particulièrement une recherche sur les impacts psychosociaux, donc sur les milieux de vie. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant au porte-parole de l'opposition officielle, M. le député de Jonquière. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Alors, merci de votre présence ici en commission, l'Institut national de la santé publique. Je pense que vous venez ici, au fond, pour représenter une des sphères essentielles du développement durable. Souvent, on a le réflexe d'associer le développement durable essentiellement, ou quasi essentiellement, à l'environnement, ce qui n'est pas faux. Mais évidemment, il y a tout le volet économique et le volet social. Et donc, votre présence est extrêmement importante. Et je pense qu'effectivement, on a tout un travail de pédagogie à faire au niveau du Québec pour démontrer davantage les liens entre les changements climatiques, on vient d'en parler, et l'impact sur la santé publique, sur la santé en général, à long terme. Et quand on comprend bien justement ces impacts, notamment les impacts financiers sur la santé, bien là, on s'aperçoit que justement les mesures de prévention, les mesures d'aménagement du territoire, mesures de développement social ont des gains à long terme. Alors, je voudrais poursuivre un peu dans la lignée entamée par le ministre avec vous dans la discussion. Moi, j'aimerais ça que vous nous précisiez la différenciation des impacts sur les niveaux de vie qu'entraînent les changements climatiques. Par exemple, si on prend l'exemple classique, je dirais, sur l'île de Montréal, l'impact des changements climatiques ne sera pas le même pour une communauté vivant, disons, dans Hochelaga-Maisonneuve versus Westmount. J'aimerais ça vous entendre plus là-dessus. Puis après ça, on verra comment on peut s'en inspirer, nous, dans nos travaux.
Ouais. Je pense que tous les trois, on aura quelque chose à dire. Allez-y, messieurs, allez-y. On peut vous le laisser, on reviendra dans 15 minutes. Peut-être une entrée en matière sur le social. Bon, la vulnérabilité de certains quartiers, des personnes qui y résident, par exemple, en Hochelaga-Maisonneuve, elle est réelle et à plusieurs niveaux. Santé physique, santé mentale, la qualité du logement, etc., les îlots de chaleur, mais aussi la réalité de l'isolement social. On sait très bien, par exemple, que la grande canicule Europe française, notamment les décès qu'on a trouvés dans une ville comme Paris, chez les gens âgés, plus fragiles physiquement, mais c'est les gens fragiles socialement qui ont été qui sont décédés davantage. Donc, mon message, la quantité de facteurs de vulnérabilité à considérer en milieu plus pauvre, évidemment inclut la vulnérabilité sociale, qui peut-être, à plusieurs égards, devient le principal déterminant de la résilience ou de la résistance au changement climatique. Et là-dessus, Mme Paquet a fait des études sur, évidemment, elle travaille beaucoup sur les inégalités sociales, il y a un volet social. Mon collègue Daniel, bon, alors je ne sais pas... par rapport Je veux juste vous dire qu'on a 10 minutes dans mon bloc à moi. Par rapport au niveau de vie comme tel, là, c'est l'œuf et la poule un peu. Daniel, avais-tu... Ben, écoutez, personnellement, j'aimerais avoir ici mon collègue responsable des impacts changement climatique à l'Institut qui pourrait en parler certainement plus clairement et plus abondamment, voilà, même si le temps est limité que moi. Mais écoutez, il y a pas beaucoup de recherches, pas beaucoup d'études encore qui se sont faites. Ça commence, ça devient de plus en plus important. L'important, ça va de favoriser justement, d'amener les équipes de recherche, de chercheurs à s'intéresser aux liens changement climatique et inégalité sociale. C'est prévu, disons, mais on a nous-mêmes de la difficulté à identifier les équipes de recherche, de chercheurs qui sont en mesure de pouvoir bien faire le travail actuellement au Québec. Je pense qu'il y a quand même de bonnes équipes de recherche. Ça va venir, mais comme mon collègue Dr Morin disait, il y a des groupes qui sont extrêmement vulnérables et qui le sont de toute façon dans leur milieu. On parle des personnes âgées, mais j'ajouterais les gens qui souffrent de santé mentale. On s'en est rendu compte en 2010. C'est les gens qu'on a qui devraient être rejoints, mais qu'on ne réussit pas à rejoindre pour les aviser qu'il y a, par exemple, une vague de chaleur, qui doivent prendre des mesures. Parce que, de par leur état, les outils de communication ne sont pas adaptés, par exemple, à ces personnes-là. Donc, il y a des actions supplémentaires à prendre pour pouvoir rejoindre différents groupes qui sont plus vulnérables. Je veux tout de suite intervenir parce que je sais que le temps file, mais je veux juste bien vous entendre. Est-ce que vous trouvez que cette préoccupation, je comprends qu'elle n'est pas encore assez documentée, mais on sait quand même que l'hypothèse est vérifiée. Il y a des exemples internationaux. Puis, bon. Est-ce que vous trouvez que cette hypothèse, justement, n'est pas assez présente dans la stratégie, qu'on devrait la mettre davantage en valeur dans la stratégie et interpeller les ministères concernés, on pense au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé, davantage en lien avec la stratégie? Peut-être la vulnérabilité sociale comme étant un facteur clé à considérer dans la résilience au changement climatique. Exact. En fait, j'ai relu hier, j'étais heureux de voir qu'on en parle. En parlons-nous suffisamment? Je prendrais la balle au bon en disant qu'il faut certainement en parler plus. Si l'impression ressort que le social n'est pas compris comme étant déterminant dans l'adaptation au changement climatique, c'est dire qu'il faudrait probablement insister davantage, que ce soit plus explicite. Parfait. Est-ce qu'il me reste peut-être un dernier mot. Il reste 3 minutes. 3 minutes, OK. Allez-y, madame. Je ne voudrais pas qu'on laisse un message que c'est inéluctable, qu'on ne peut rien faire et que les personnes au bas de l'échelle sociale vont nécessairement être malades. Et les communautés ou les municipalités ou où il y a vraiment... on brise l'isolement social, où il y a une cohérence sociale, peuvent de beaucoup prévenir des problèmes liés... Bon, on parle des îlots de chaleur, là, mais généralement, c'est la personne on a vu des études à Paris assez claires par des chercheurs au moment où ils ont eu leur grosse canicule. C'est pas que la personne était pauvre, c'était pas le principal motif pour lequel... Bon, elle était âgée, bien sûr.
où il y a eu un taux de mortalité élevé, c'est parce qu'elle était isolée. Et les familles ou les municipalités qui avaient brisé l'isolement n'ont pas eu des taux de mortalité plus élevés. Donc, on peut vraiment agir. C'est pas inéluctable. Mais soyez rassurés, là, c'est... Faut pas être pessimiste. C'est parce qu'on n'est pas fataliste qu'on est ici aussi. Voilà. Donc, voilà. on veut que la stratégie, justement, soit la meilleure possible, la plus bonifiée possible, si on peut dire, pour justement être capable d'identifier des pistes d'action. Il reste peu de temps, mais je veux vous entendre sur un peu plus technique. Vous dites à la page 10 que vous souhaitez que le plan d'action des ministères soit déposé à l'automne 2015 plutôt qu'au printemps 2015. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir pousser la machine plutôt qu'y donner plus de temps. Alors, je voudrais vous entendre un peu plus là-dessus. D'accord. Je vous dirais que souvent, il faut qu'il y ait une certaine appropriation et une implication des gens à l'élaboration du plan d'action. Sinon, si on n'a pas suffisamment de temps pour la concertation intra-organisation, les gens disent « Ah, bien, ce plan d'action-là, c'est le plan d'action d'un petit groupe. » Donc, l'idée, c'est que nous, si on veut, on en a un plan d'action, comme tous les organismes, si on veut qu'ils vivent vraiment dans l'organisation, il faut consulter les gens sur les meilleures actions à mener pour soutenir la stratégie. Et je crois qu'il faut aussi impliquer notre conseil d'administration qui va nous exiger des redditions de comptes et qui va, si on les implique dans les choix, ils vont sentir ces choix-là leurs choix et ils vont vouloir savoir comment l'organisation, est-ce qu'elle fait vraiment ce qu'elle avait prévu dans son plan d'action. Parce que malheureusement, beaucoup de plans d'action qu'on fait, que ce soit notre plan stratégique, si on veut qu'ils vivent, il faut impliquer les gens lors de l'élaboration. Il faut qu'ils se sentent partie prenante des choix. Donc, juste le fait de se donner le printemps pour bien discuter de ces choix-là avec les gens, prendre la période de l'été pour vraiment construire notre plan d'action et le faire entériner par nos conseils d'administration en septembre ou octobre, on sent que c'est beaucoup plus gagnant. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant au deuxième groupe d'opposition. Je donne la parole au député de Groux. Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être présents aujourd'hui. Alors, je vais traiter à la page 5 de votre proposition concernant l'orientation 4, qui est de favoriser l'inclusion sociale, réduire les inégalités sociales et économiques. Alors, le rapport quinquennal de la stratégie 2008-2013 démontre que seulement 5 des 1149 actions des ministères et organismes visaient à améliorer l'employabilité des personnes éloignées du marché du travail. Alors, on parle de formation et de programmes de soutien, d'accompagnement psychologique également. La stratégie 2015-2020 met peu d'emphase, ou trop peu d'emphase même, sur ce volet du développement durable. Alors, je comprends que vous souhaitez davantage d'actions soient mises en œuvre à cet égard. Alors, comment vous voyez ça? Et lesquelles, s'il y a lieu? On ne peut pas aller, je pense que ce n'est pas notre champ de compétence d'aller dans la définition fine des actions, mais ça prend un soutien, assurément, si on veut que des personnes qui ont été en retrait du marché du travail, souvent, c'est pas que l'emploi est pas disponible, c'est qu'ils n'ont pas certaines compétences psychosociales pour retrouver et occuper un emploi de façon satisfaisante pour l'employeur. Alors, il y a des mesures d'accompagnement qui, je pense, les gens de Solidarité sociale connaissent beaucoup mieux que nous, mais souvent, le personnel n'a pas le temps de bien accompagner les personnes qui ont un besoin. Et il y a aussi en prévention d'éviter que les personnes n'arrivent pas à terminer un secondaire 5 ou n'aient pas un diplôme. Et ça, on sait comment le faire. Il y a assez de recherches, là. Il faut commencer très tôt. Avant d'entrer à l'école, il faut permettre à tous d'avoir des chances égales. Mais c'est un accompagnement et c'est aussi, on sait que quand les personnes ont des problèmes de santé mentale légers, pas nécessairement majeurs comme des maladies psychiatriques, mais des troubles de dépression, des troubles anxieux, s'ils n'ont pas de suivi ou de soutien, il y a malheureusement trop souvent des problèmes de consommation qui s'installent. Et donc, il faut accompagner les gens pour les rendre pour plusieurs... Je vais rajouter, non? Oui. Vous voulez rajouter quelque chose, l'impression, non? OK, parfait, excellent. Alors, ma deuxième question concerne la proposition 2 de cette même orientation, à l'égard de cette même orientation qui concerne l'accès aux services de garde à l'enfance.
Alors, à coût modique. Alors, on sait qu'il y a eu des mesures récentes qui ont été instaurées de hausse bien au-delà de l'inflation. Il va avoir des impacts, donc, qui vont accentuer le problème. Il va y avoir plus de gens, peut-être. On parle de dames qui pourraient retourner à la maison, donc encore plus d'enfants là, dans des services de garde et qui voudraient y avoir accès, mais qui n'y auront peut-être pas accès. Alors, on est conscient que, souvent, on dit tout se joue avant 3 ans. Là. Il faut donner des chances égales à chacun. Alors, comment vous voyez ça, de pouvoir, puis même actuellement, sans augmentation, on dit qu'il y a moins de jeunes, de mieux défavorisés, qui vont dans les CPE ou dans les garderies en général. Alors, quel effort vous pensez qui pourrait être fait ou concret pour changer cette façon d'être-là? Je pense qu'il faut s'assurer qu'on ne permet pas qu'on ne favorise pas. Je pense qu'il faudra voir si les études vont en témoigner, là, mais on peut être inquiet au minimum si on hausse le prix des services de garde que des femmes, c'est souvent des femmes, qui ont un revenu ou une profession qui ne permet pas d'être très gagnant. Si les coûts ça c'est assez bien documenté, que si les coûts pour faire garder son enfant dans un service de qualité sont un peu trop chers, bien, le bénéfice d'aller sur le marché du travail, parfois, il peut être questionné dans le couple, et c'est souvent la femme. Ça, on peut s'inquiéter. On n'a pas encore... On ne sait pas si au Québec, on va se diriger vers ça, mais au minimum, on peut s'inquiéter. Et l'autre élément, il faut... je pense on a des études assez sérieuses, assez solides, qui ont été faites, qui démontrent que les enfants de famille au bas de l'échelle sociale sont ceux qui bénéficient le plus de fréquenter un service de garde de qualité. Et il faut favoriser davantage, je pense, des places. Il y en a certaines qui sont réservées pour eux. Peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment. C'est peut-être l'un des moyens, là. Mais il faut être alerte et être sûr qu'on permet et qu'on réserve des places pour ces enfants-là. Donc, vous présumez que ce n'est pas une question, donc, nécessairement de fiscalité. C'est une question essentiellement de coût et non pas là, de... C'est plus complexe que ça, mais je n'ai pas le temps. Oui. Okay. Il faut voir le rôle. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais ça peut être plus complexe que ça. Okay. En fait, on n'a pas et on ne fera pas d'études de type économique sur l'impact des changements des mesures fiscales ou apparentées. Mais ce qui est certainement nécessaire de faire, d'un point de vue de santé publique, c'est l'impact des changements sur l'accueil, la capacité d'accueil et la fréquentation des populations plus vulnérables. C'est sûr qu'on souhaite l'accès à tous, la mixité sociale, etc., mais l'effet de pouvoir, pour un enfant de milieu vulnérable, participer à des services de qualité, c'est fondamental, bien démontré, et la démonstration est faite sur la valeur ajoutée particulièrement pour ces personnes-là. Alors, il faut vérifier cet impact-là et faire des correctifs politiques éventuels si, de fait, on perd du terrain par rapport à cet objectif-là, très, très largement partagé. Merci. Alors, je vous remercie de votre contribution à nos travaux. Alors, je suspends les travaux quelques instants afin de permettre à nos prochains invités, c'est-à-dire l'Alliance pour une économie verte au Québec, de prendre place.